Thierry, c'est à toi. Merci de nous faire un compte-rendu de ce pays, de ce qui se passe en content marketing dans ce pays innovant. Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Thierry Gilman et j'ai eu la joie, l'honneur et l'avantage d'aller découvrir Columbus, capitale de l'Ohio, dont je fais cadeau à qui en veut, tellement la ville est intéressante. Heureusement, vous le savez, dans ce genre de congrès, on n'a pas beaucoup l'opportunité de sortir de l'hôtel et de la salle de congrès. Donc, mon Dieu, ça aurait pu être là ou à Saint-Denis, ça aurait été la même chose. Sauf que, évidemment, il y avait 1000 participants. C'était la deuxième édition du Content Marketing World. 1000 participants, ça fait quand même du monde, dont seulement 80 non-américains et dont seulement une soixantaine d'Européens et dont seulement deux Français, moi et un autre. Euh, Parmi les participants, j'ai noté qu'il y avait plus de marketeurs B2B que de marketeurs B2C. Il y a peut-être des raisons, on y reviendra éventuellement. Il y avait 70 speakers, 70 présentations. Autant dire que je ne les ai pas toutes vues, mais que j'en ai vu évidemment une quinzaine. Et que, d'autre part, l'organisateur donne accès à l'ensemble des contenus, devenant lui-même évidemment un producteur de contenu et lui-même un content marketer. Alors, le, première chose, l'organisateur s'appelle Joe Pulizzi et il a la particularité, lors de ses congrès, de suivre ce précepte de Seth Godin, un des papes du marketing, précepte Be Remarkable, faites-vous remarquer. Il se faisait assez facilement remarquer puisqu'il s'habillait en orange avec de magnifiques chaussures et de fait les participants, eux aussi, rendaient allégeance à Joe en s'habillant également en orange. Vous me voyez sur cette photo, mais Joe est quand même plus remarquable que moi. Son orange est plus orange. Et, euh, et ben, c'est normal, c'est lui le patron lors de cet événement. Alors les grands thèmes, vous les retrouverez sur le blog de Lobby, lobby.fr, vous les verrez un petit peu explicités. Il y en a un certain nombre dont on va reparler ce matin. Mais les 6 grands thèmes du congrès, c'était générer de la demande avec le content marketing, comment motiver son entreprise, c'est-à-dire son patron, mais aussi ses collaborateurs, à investir dans une stratégie de content marketing. C'est créer du contenu visible, comment on fait, diffuser ces contenus, alors où on en est sur les médias sociaux, sur les autres médias, est-ce que le papier est mort, pas mort, est-ce que Twitter va gagner ou pas, etc. Choisir, obtenir, gérer, utiliser les données, ces fameuses métriques, c'est pas seulement des tableaux de bord pour voir où on en est, ça peut être aussi des outils pour avancer. Et puis, est-ce qu'on ne peut pas gérer en interne son content marketing? C'est en fait bizarrement, c'est de moins en moins le cas aujourd'hui. Quand on regarde les études du Content Marketing Institute, c'est-à-dire que les entreprises ont tendance à davantage déléguer le content marketing. Vous pensez bien que ça nous va parfaitement à nous qui sommes conseils en content marketing. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un certain nombre de points d'accord parmi les speakers. Le premier point, c'est que c'était plus facile avant, en tout cas pour les marketeurs. C'est-à-dire que l'entonnoir traditionnel du marketing qui va de vraiment qui suit notoriété, prise en compte, préférence, action, fidélité, tout ça c'était relativement simple, linéaire, et il faut bien reconnaître que ça s'est compliqué. Ça s'est compliqué parce que la société, le monde est devenu furieusement multicanal, que on peut écouter ses amis, on peut écouter ses pairs si l'on est dans le B2B, on a accès à des alternatives beaucoup plus larges, à une concurrence et de contenu et de moyens infiniment plus large qu'avant. Euh, Tout le monde peut contribuer à la discussion, y compris générer du contenu,
directement. Bref, tout le monde est quand même un petit peu dans le brouillard et ce bel agencement, cette belle marche vers le succès qu'on connaissait, c'est singulièrement compliqué. Alors, la réponse du content marketing, c'est ça, c'est pas E égale MC2, mais c'est Every company is a media company. Autrement dit, parmi les services que vous devez rendre à vos clients, la fourniture de contenu adapté, eh bien, doit figurer à votre catalogue. Euh, il y a évidemment tout ça est possible parce que l'environnement a changé. La conférence de Sam Sebastian, qui est un ponte de Google, était particulièrement éclairante. Le modèle traditionnel du marketing, d'après Procter et Gamble, donc les lessiviers des années 50, c'était qu'il y avait une phase de stimulus, la publicité, la promotion, les RP éventuellement, et puis le fameux premier moment de vérité, the first moment of truth. Alors c'était quoi ce fameux first moment of truth? D'après Procter, c'était les 3 à 7 secondes que l'on passe en face du linéaire, du linéaire en magasin, et c'est le moment où l'on va choisir le produit que l'on prend. Et puis le deuxième moment de vérité, c'était une fois le produit rapporté à la maison, on était devant son lavabo, son évier, et on mettait du pec citron sur l'éponge et on regardait ce que ça donnait. Et ça, c'était le second moment de vérité. Aujourd'hui, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé Internet et il s'est passé en particulier le search. Le search, bon, je vais pas vous faire un dessin, tout le monde utilise le search, mais par exemple, longtemps, on s'est dit, bon, le B2B et le search, ça fait deux. Finalement, les entreprises industrielles, elles ont leurs fournisseurs, elles ont leurs annuaires, elles ont leurs organisations professionnelles, elles ont déjà tout ce qu'il faut. Est-ce qu'ils vont aller chercher un nouveau fournisseur dans Google? Eh bien, oui. Oui, et c'est aussi vrai, enfin c'est vrai dans à peu près toutes les industries, je ne vais pas les passer en revue. Aujourd'hui, le réflexe a conquis aussi l'univers B2B. Alors, qu'est-ce que ça change? Ben, évidemment, ça change pas mal de choses. Ça change par exemple qu'aujourd'hui, quand on voit une publicité, à 66 on continue son chemin en faisant une recherche dans un moteur. C'est encore plus vrai, c'est encore plus vrai selon les secteurs. Si on voit une pub sur internet, si on voit une pub à la télévision, ça va être différent, mais la publicité elle-même provoque l'usage des moteurs. C'est-à-dire qu'on arrive à un nouveau modèle où, entre le stimulus et le fameux first moment of truth, eh bien, s'est installé ce que Google appelle maintenant le zero moment of truth, c'est-à-dire ce moment où l'on cherche l'information pour se faire une idée avant de se décider in fine devant le produit en linéaire quand il s'agit de B2C. Et ce fameux zero moment of truth, c'est le moment où l'on cherche de l'info, où l'on cherche des avis, qu'ils viennent du web, qu'ils viennent d'articles, qu'ils viennent de son mobile, qu'ils viennent de ses amis, qu'ils viennent évidemment des réseaux sociaux. Mais c'est un nouveau moment et ce moment, il est clé. Et c'est pour cette raison-là, évidemment, que le content marketing se développe aux États-Unis, mais rassurez-vous, ici, ça vient aussi à la vitesse du cheval au galop, comme la marée dans la baie de Saint-Malo. Euh, alors aujourd'hui, Google nous a présenté une énorme étude internationale, donc il s'agit de chiffres mondiaux, qui montrent que les acheteurs en ligne utilisent la phase de stimulus, la phase de zéro moment of truth, c'est-à-dire de recherche d'infos, et puis la phase face à la décision, bien d'une manière à peu près égale, voire consacrent davantage de leur temps à chercher de l'info complémentaire. Enfin, dernier point de cette fascinante conférence, enfin de présentation de Sam Sebastian, c'est le mobile. Moi, j'ai été assez scié que pratiquement un consommateur sur deux utilise, là il s'agit d'un chiffre américain, un consommateur sur deux utilise son smartphone pour en magasin
C'est-à-dire, il est chez Darty et puis il regarde si ce serait pas moins cher ailleurs ou s'il n'y aurait pas une offre alternative. Un sur deux, c'est colossal. Et à tel point que Amazon vient de faire une offre, enfin une promotion assez dingue, puisque elle, elle a fait, Amazon a créé une application pour vérifier en magasin si il n'y avait pas la même chose chez lui. Et si s'il y a la même chose chez lui et que vous achetez chez Amazon, parce que c'est moins cher, il vous donne 5 dollars en plus, enfin plutôt en moins, c'est-à-dire il vous donne un price off de 5 dollars. Pourquoi pas? Alors, parmi les grands thèmes, évidemment, la définition. Qu'est-ce que c'est que le content marketing? Parmi les 1000 qui étaient là, il y avait des marketeurs, mais il y avait aussi des gens qui venaient d'horizons assez variés. Des gens qui venaient de chez les éditeurs, des gens qui venaient de chez des organisateurs de congrès, qui eux aussi créent du contenu, des gens qui venaient d'agences traditionnelles, d'agences web. Bon, il fallait se mettre d'accord sur ce qu'est le content marketing. Michael Brenner, qui est le grand chef du marketing SAP, donc grand éditeur de logiciels professionnels, a donné des réponses finalement assez directes. C'est-à-dire, il dit bah voilà, nous ennuyons nos clients, mais alors à mourir. Ils en ont assez. Bla bla bla, j'en ai marre que vous parliez tout le temps de vous-même. Et il résumait le content marketing. Bon, d'accord, je suis d'accord avec vous, c'est plus facile en anglais, ça sonne mieux, mais quand même, stop selling, start helping. Arrêtez de vendre, mettez-vous à aider. Derrière cette aide, ben moi j'étais content puisque nous parlons de contenu utile en permanence. Un contenu qui n'est pas utile est un contenu qui doit disparaître. Euh, Michael rappelait aussi les débuts du content marketing. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de la méthode AIDA. Oh, elle était enseignée dans toutes les bonnes écoles de commerce, je ne sais pas si elle l'est toujours. Attention, Interest, Decision, Action, avec en plus l'intérêt que ça marche dans à peu près toutes les langues. La méthode AIDA, eh bien, c'est-à-dire qu'il ne faut pas vouloir vendre avant d'avoir déclenché l'attention, avant d'avoir créé de l'intérêt. Euh, eh bien, finalement, d'après Michael, on en revenait un petit peu à ça. Alors, pour donner une définition très ouverte de ce qu'est le content marketing, je l'ai résumé de cette manière-là. Il s'agit de produire du contenu utile, je précise non commercial, adapté aux besoins de ses cibles, de diffuser ce contenu partout où vont ses cibles, de générer des conversations autour de ces contenus, de manière à créer une relation non commerciale, parce qu'elle est toujours basée sur l'idée de rendre service, et, in fine, transformer cet intérêt en demande en utilisant un certain nombre de ficelles sur lesquelles je reviendrai rapidement. Alors un exemple évidemment énorme, il s'agit de Kraft. Kraft, c'est comme Danone, enfin c'est une énorme société d'agroalimentaire qui nous a présenté, Julie Fleischer, sa directrice marketing, nous a présenté sa plateforme de content marketing. C'est du lourd. Alors, qu'est-ce qu'elle fait cette plateforme de content marketing? Eh bien, elle livre des contenus, elle utilise des canaux qu'elle maîtrise et elle vise eh bien, son public. Quand je dis que c'est du lourd, on parle à chaque fois en millions, voire en milliards. 1 million de fans Facebook, 1 milliard de recettes de cuisine en page vue. Vous imaginez ce que ça représente? Et c'est aux États-Unis exclusivement. Ils font même un magazine papier qui est le leader, c'est-à-dire qu'ils vendent plus ce magazine que le premier magazine indépendant. Et tout ça, il le résume dans cette jolie slide bien colorée. Tout ça part de qu'est-ce que les familles veulent, de quoi elles ont besoin et comment je vais les aider. Alors, bien sûr, ça passe par ici de la créativité, de l'inspiration,
Mais ça permet de générer des contenus, des recettes, un certain nombre de choses, de permettre des comparaisons, d'offrir la possibilité de planifier, enfin de faire sa liste de courses ou de faire ses menus. Ça va jusqu'à l'achat. Et puis évidemment jusqu'à la consommation du produit, et puis l'expérience qui remonte et qui est repartagée, etc. Donc on est dans une logique finalement tout à fait morale, tout à fait marketing. Le consommateur est au centre de l'histoire. On s'intéresse d'abord à sa demande avant d'essayer de lui fourguer quoi que ce soit. Alors, bon, évidemment, il faut que ce soit bien. Euh, il nous a expliqué vraiment par le menu, c'est le cas de le dire, tout ce qui faisait que ça fonctionnait bien. Euh, il faut vraiment que ça corresponde à un calendrier, le calendrier de la vraie vie, que ce soit chorégraphié avec la vraie vie, que ça corresponde aux attitudes, aux comportements et que ce soit optimisé tout le temps parce qu'évidemment, on mange 3 fois par jour, donc de toute façon, hein, on est bien obligé. Alors, pour faire court, euh, un calendrier qu'on appellerait ici calendrier éditorial, hein, par rappel de ce qu'on faisait du temps des magazines en papier, mais enfin, un calendrier bien développé, c'est le nerf de la guerre. Et le calendrier de Kraft, il est développé semaine après semaine, et on y voit les thèmes du mois, à chaque fois les thèmes du mois, tout ce qui est conjoncturel, c'est-à-dire le 14 juillet, le 1er janvier, le nouvel an chinois, etc. Euh, il y a tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on a appris par les études des, des recherches, enfin, pardon, des requêtes dans les moteurs de recherche. C'est-à-dire que en janvier, pour des raisons qui m'échappent, quoique les gens s'intéressent davantage aux Black Eyed Peas, pas ceux qui chantent, mais ceux qu'on mange, s'intéressent davantage aux Weight Watchers. Là, on sait pourquoi, hein, c'est parce qu'on a pris des bonnes résolutions. Et puis, au fur et à mesure, il y a des termes de recherche qui ressortent davantage. Et ces thèmes de recherche, on les connaît, hein, les statistiques de Google sont ouvertes. Donc, on règle en plus les contenus par rapport à la demande au moment où elle se fait. Et puis, il y a aussi l'offre. C'est-à-dire que l'offre, qu'est-ce qu'il y a sur le marché la semaine du 15 juillet? Eh bien, ça peut être des épinards, des patates douces, des oignons. Il faut le menu, ça doit coller aussi avec la saison et avec l'offre de produits frais. Bon, chaque semaine, ils envoient un email qui est ciblé, qui va choisir un axe. Donc là, on voit des soupers sympas à moins de 500 calories. Et tout ça est distribué sur le site web, sur les réseaux sociaux, à travers des systèmes de syndication, etc. Bon, je ne vais pas rentrer davantage, encore que les photos soient relativement appétissantes. Euh, c'est du B2C, mais ce serait la même chose en B2B. On commence par définir les bases de la conversation, c'est-à-dire qu'est-ce qui est utile, quelle est l'information recherchée, quel est le fun recherché aussi, hein, parce que euh, être drôle, ça peut faire partie du service. Euh, je vois, nous, chez Lobby, on a un client, Sage, on fait pour New CFO, un magazine pour les directeurs financiers. Bon, d'accord, c'est un métier sérieux, c'est un travail sérieux, mais c'est leur rendre service que de les faire rire aussi de temps en temps. Donc, il ne s'agit pas de faire un magazine de blagues de comptables, mais dans le service rendu, l'entertainment peut parfaitement avoir sa place, y compris en B2B. Euh, nous disait aussi, soyez captivants parce que votre concurrence, elle est partout. Elle est vraiment partout, c'est-à-dire autant du point de vue des contenus que du point de vue des contenants. Donc, il s'agit d'être captivant et il s'agit de capturer parce que au final, tout ça doit arriver dans un système de CRM.
et que, alors, par exemple, on a beaucoup parlé de HubSpot, qui est un des moyens d'encapsuler tout ça, mais toutes les sociétés ont mis en place des systèmes de CRM. Est-ce qu'elles en tirent vraiment parti? Eh bien, Kraft, en tout cas, a décidé d'utiliser le content marketing pour tirer vraiment parti de ces opportunités CRM. Ça explique aussi que l'endroit où ça se passe est très important et doit faire partie de l'équation. Peut-être que c'est plus vrai aux États-Unis que dans un pays à la taille de la France, on va dire. Mais pas sûr. Euh, le moment, le temps, le moment idéal pour parler des choses et pour pousser quelque chose. C'est le jour, c'est l'heure aussi, on le sait, les gens qui font du email marketing, par exemple, ont tous des statistiques sur la meilleure heure pour envoyer un mail. Les métriques, c'est-à-dire que bon, il faut pouvoir suivre le niveau d'engagement, le niveau de retour, le niveau de satisfaction et le niveau de viralité avec un certain nombre d'indicateurs. Alors, j'espère que je ne vais pas trop vite, mais il y a tellement à dire, je pense que j'arriverai pas jusqu'au bout, mais c'est pas grave. Euh, Là, on parlait B2C, mais en B2B, finalement, les orateurs avaient une vision, quoique moins glamour, comme l'indiquent ces photos, largement aussi cadrée. Ici, on retrouve pratiquement la méthode AIDA. Euh, Arda Talbi est un auteur de nombreux ouvrages sur le content marketing. Euh, le premier point, mais qui est absolument essentiel, c'est vraiment cibler, cibler les acheteurs et les influenceurs. Parce que c'est sympa de produire du contenu, c'est passionnant, on peut tous les jours trouver des bonnes idées, mais il faut jamais perdre de vue euh, qu'il est destiné à être vu, à être lu, à être entendu. Et il faut toujours, toujours garder en tête, bon, à qui je parle, et où ils sont, et qu'est-ce qui l'intéresse. Et si on parle de client, ben, il en est où le client? Est-ce qu'il est juste? Là, on retrouve notre bon vieux notre bon vieux entonnoir du début. Où est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il en est à être juste conscient que ça existe ou est-ce qu'il en est à décider? Et puis si c'est déjà un client, quel est son niveau d'engagement? Bon, bah, c'est un client, il est assez engagé, il est fidèle, il devient votre avocat. C'est pas les mêmes. Et vos contenus, ben, ils doivent adresser peut-être pas toutes les strates, mais en tout cas, il doit choisir celle à qui il veut parler. Bon, dans un congrès comme ça, hein, les 3 clés, les 5 méthodes, les 10 secrets, etc., vous en avez à peu près à toutes les prises. J'ai retenu celle-ci pour faire suite à ce qui précède, c'est créer du contenu pour vos différents publics, créer du contenu pour les différents niveaux d'engagement et trouver, là je ne l'ai pas traduit, ce qu'on appelle distinct value, c'est-à-dire quelle est l'intersection entre les forces de votre société, son positionnement, ce qui fait sa différence, et les besoins des clients. Autrement dit, trouver la pertinence, le moment, le contenu qui va bien entre ce que vous voulez dire et ce qui les intéresse. Sans oublier ce que disait Sapé tout à l'heure, c'est-à-dire que fondamentalement, si on parle de nous, ça les ennuie. American Express a fait des choses formidables avec tout un programme de content marketing qui s'appelle Open Forum, dont le principe c'est aider les petites entreprises à faire plus de business. Ça a le mérite d'être clair. Eh bien, vous le verrez, allez le voir, openforum.com, vous verrez beaucoup de contenus originaux. Vous verrez des ouvertures sur des communautés, des offres d'expertise, etc. Et il y a 1 million de visiteurs par mois, c'est-à-dire 1 million de commerçants qui viennent voir ce qu'il y a là-dedans parce que c'est un contenu utile et il leur est fourni par American Express qui bah, évidemment, ça les encourage à se dire tiens, je vais offrir la possibilité à mes clients de payer avec American Express. Et de fait, c'est aujourd'hui, cet Open Forum, la plus grande source, la plus puissante source de nouveaux porteurs de cartes, puisque vous savez que les magasins proposent
les magasins équipés proposent à leurs clients de prendre une carte American Express. Donc c'est énorme. Bon, on a beaucoup parlé de storytelling, évidemment. Il y a beaucoup de spécialistes de storytelling. Euh, je vais juste vous citer un point clé. Un point clé, c'est que toute histoire a trois personnages. Il y a un héros, il y a un méchant et il y a un mentor. Alors vous pouvez prendre La Belle au bois dormant, vous pouvez prendre Harry Potter, vous trouverez toujours ça. Un héros, un méchant, un mentor. La question, c'est évidemment de savoir qui est qui. Est-ce que c'est votre produit, le héros? Est-ce que c'est votre entreprise? Non. Le héros, ça doit toujours être votre client, ou en tout cas votre cible, celui à qui vous parlez. C'est lui le héros. Le méchant, la plupart du temps, c'est son problème, le problème qu'il a. Il est confronté à un problème. Et c'est ça le méchant. Et le mentor, eh ben, le mentor, c'est vous. Mais vous n'êtes pas le héros. Vous êtes juste celui qui aide, qui donne des conseils, le, le sage barbu, vous savez, le Gandalf. Vous êtes, mais pas forcément un magicien. Euh, parce que ce problème, c'est clé. Hein. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'histoire. Et l'histoire, elle se répétera aussi longtemps que durera le problème. Euh, donc, un héros, un méchant, un mentor, et donc, fondamentalement, un problème. Et en matière de storytelling, faut tout dire. Faut pas imaginer un seul instant que votre prospect va imaginer quelque chose. Il remplira pas les traits. Il doit comprendre l'histoire directement. Alors j'insiste là-dessus pour ceux parmi vous, et je crois que vous êtes assez nombreux, qui faites du B2B, qui donc rédigez ou faites rédiger des case studies, des belles histoires de clients. Euh, Pensez à ça, regardez ce que vous avez fait récemment, comment sont construits vos case studies. Est-ce que c'est finalement une vraie histoire dont on a envie de connaître la suite? Bon, je passe sur les erreurs. Bon, on a créé une histoire, il faut la diffuser. Et là, le temps me manque. Il faudrait un webinar complet. L'idée, c'est de diffuser partout où se trouve votre client, c'est-à-dire pas seulement chez vous, de diffuser dans les formats qu'il préfère. C'est pas forcément la vidéo, l'audio, la chose écrite, etc. Il faut bien comprendre le format qu'il va préférer et ne pas oublier que les canaux sont interdépendants. Ce webinar aujourd'hui est filmé. Enfin, oui, c'est ça, il est filmé. Vous pourrez retrouver la vidéo de ce webinar. À partir de cette vidéo, il y aura un article écrit. Il y aura des tweets qui seront envoyés. Il y aura la page Facebook qui sera enrichie. Il y aura, enfin, vous m'avez compris. Euh, on a également beaucoup parlé de mesure des résultats. Pour faire simple, il y a 4 catégories de mesure de résultats. C'est la consommation du contenu. Alors là, c'est toutes les stats Google vues combien de fois, combien de temps, etc. Il y a les stats de partage. Donc, j'ai renvoyé ce contenu à tant de personnes, ou les likes, ou les tweets, etc. Autrefois dans les blogs, les commentaires. Il y a les résultats en termes de lead generation. J'ai proposé un contenu plus profond sur enregistrement préalable. Très bien, ça génère un lead, par exemple. Et puis, dans un monde bien fait et avec un CRM bien construit, on mesure les résultats en termes de vente, c'est-à-dire de transformation finale. Combien d'entre vous aujourd'hui vont jusqu'à pouvoir mesurer les résultats en termes de vente? Je serais curieux de le savoir, on fera une petite étude. Bon, écoutez, j'ai assez parlé comme ça. Je voudrais juste finir par 2 exemples plutôt charmants. Euh, bon, enfin charmant, oui. Alors voilà, Charmin, c'est du papier toilette. Alors c'est un papier toilette américain et il fait comme d'habitude. Il dit je suis le meilleur, je suis super doux, je suis super costaud. Très bien, il a ce site charmin.com. Et
qu'est-ce qu'on peut bien faire en content marketing sur du papier toilette, me demanderez-vous? Eh bien, ils ont créé un système, un service qui s'appelle sitorsquat.com, qui permet de trouver des toilettes publiques, ou en tout cas ouvertes, dans les principaux environs. Alors, vous voulez looking for a pit stop, vous voulez faire un arrêt au stand, eh bien, cherchez et trouvez les petits coins qui sont dans le coin. Il y a des applications évidemment iPhone, Android, puisque on est dans le cadre de la mobilité, on n'est forcément pas chez soi. On peut quand même préparer. Et puis on peut échanger sur, on peut mettre des étoiles sur la propreté des toilettes, des bistrots, etc., etc. C'est comment vous dire, c'est pas hautement intellectuel, hein, là, ça fait pas appel à des rédacteurs de haute volée, c'est pas la question, mais c'est pour bien comprendre qu'il s'agit avant tout d'un service, que le contenu, il peut s'exercer dans tous les domaines. Et puis, je suis allé dans un magasin Lego. Vous connaissez tous le Lego, si vous n'y avez pas forcément joué. Le Lego, tout est dans la boîte. Alors, il y a des dessins sur la boîte et tous les enfants, le seul réflexe qu'on a, puisqu'on ne peut pas l'ouvrir, la boîte, on la secoue. En général, on la secoue pour sentir ce qu'il y a dedans. Et ils ont monté un système assez épatant de réalité augmentée à l'intérieur même des magasins. Vous prenez la boîte et regardez, vous vous mettez en face de miroir et le produit prend vie et votre rêve devient réalité. C'est tout à fait extraordinaire et oui, c'est du contenu on-site, en magasin. On donne quelque chose, c'est complètement gratuit évidemment, on n'avait pas besoin d'acheter le produit pour jouer avec. Moi, j'ai joué avec un petit moment et si vous avez l'opportunité d'aller dans un magasin Lego, n'hésitez pas, c'est assez génial. Michel voudrait que je vous le remontre, voilà. Voilà, donc c'est le vendeur avait la gentillesse de faire la démo pour moi pendant que je filmais. Voilà, moi, ça m'a vraiment, vraiment fait triper, je dois dire. Euh, Il n'y a pas un mot, c'est de la vidéo, c'est un format simple. Les enfants, on leur demande pas de lire, on leur demande juste de faire comme d'habitude, de prendre le paquet, de le secouer, de se mettre devant cette vitre. Bon, merci de votre attention. On va répondre à vos questions. Je vous invite à la lecture du blog de Lobby, lobby.fr. D'abord parce que quand on écrit, on aime bien être lu, et puis surtout parce que vous pourrez revenir en détail sur un certain nombre de points évoqués ce matin, et notamment, j'ai couvert chaque jour les principaux enseignements de ce congrès, donc vous pourrez en lire davantage sur lobby.fr. Je vais donner le micro à Michel, peut-être pour qu'il nous fasse part des principales questions. Merci Thierry. J'ai une question qui vient de tomber. Le content marketing, c'est du Lego. Mais plus sérieusement, j'ai sélectionné trois questions. Euh, la première serait, quelle est la différence de comportement des responsables marketing entre les États-Unis et l'Europe sur ces sujets de content marketing? J'en ai une plus pragmatique. Quelle est la part des budgets consacrés au content marketing D'accord. aux États-Unis? J'en ai sélectionné une troisième parce que je pense qu'elle est tranche de vie dans nos entreprises. J'ai eu du mal à convaincre ma direction de consacrer 10 000 euros à du SEO et maintenant vous me dites que ça marche plus. D'accord. Bon, je commence par les faciles. La part du budget consacré au content marketing. Alors, le chiffre que j'ai en tête, je pense qu'il est américain, oui. Aujourd'hui, c'est 26% du budget marketing aux États-Unis. 26% des budgets marketing sont consacrés au content marketing, dans les entreprises B2B. En B2B, voilà, on en est à 26.
Mais j'ai un autre chiffre en tête, c'était 2 tiers des directeurs marketing B2B déclaraient que ce chiffre augmenterait dans les 12 mois à venir. Donc on est à 26, on est à un peu plus d'un quart du budget et manifestement ça va encore grimper. Tous les autres indicateurs montrent que ça va grimper. Alors, deuxième question relativement facile parce que je l'ai traité il n'y a pas longtemps, c'est le SEO. Enfin, j'ai déjà galéré pour obtenir mon petit budget SEO. Alors maintenant, je dis, bah, ça suffit plus. C'est pas que ça suffit. Enfin, le SEO, Search Engine Optimization, eh bien, ça devient banal. Voilà. Il y a 10 ans, c'était les petits malins. Ils avaient trouvé trucs et ficelles pour enfumer Google. Et puis, voilà. Et puis, ils le vendaient, mais pas très cher parce qu'ils étaient finalement pas très sûrs d'eux. Euh, Aujourd'hui, ne pas connaître les règles du SEO, c'est juste une faute, quoi. Euh, pour moi, la règle, c'est SOS, c'est-à-dire syntaxe, orthographe, SEO. Si on ne connaît pas ces trois règles-là, on peut faire les pieds au mur, on ne sera pas pris au sérieux. Donc voilà, c'est pas annulaire en place, c'est juste banalisation et faire du SEO sans faire du contenu, ça sert juste rigoureusement à rien et ça servira de moins en moins, de plus en plus à rien. Je vois, vous le voyez ici, le SEO, un mort-vivant, donc je vous invite à cette lecture. Alors, la première question, pour être honnête, je l'ai oubliée. J'en vois, mais on va revenir dessus. J'en vois un autre, c'est Charles qui nous demande, en termes de B2B, avez-vous des métriques sur l'utilisation des médias sociaux, type de client, impact réel pour le B2B? Alors, déjà, Charles, je suis embêté. Je suis embêté parce que j'aimerais vous dire que c'est formidable, qu'il y a des stats géniales et que les médias sociaux sont indispensables au B2B. Mais malheureusement, tout ce que j'ai entendu, euh, Et vérifier. et peut-être vérifié aussi, mais enfin ce que j'ai entendu n'allait pas trop dans ce sens. C'est-à-dire que, de manière générale, chacun se demandait encore si les médias sociaux étaient bien faits pour le B2B. Alors, moi, je pense que c'est l'utilisation, le problème. C'est-à-dire qu'évidemment, si on est toujours dans on est les champions, on est les meilleurs, ne loupez pas notre convention, ne loupez pas notre nouvel alliage au bronzonium iridié, venez voir notre nouvelle grue élévatrice, c'est sûr que ça peut pas marcher, quoi. C'est, on est à, on va à l'envers du content marketing. Alors, est-ce qu'on peut être utile? C'est ça la question, c'est euh, notre place en termes de B2B dans les réseaux sociaux, c'est est-ce qu'on peut y être utile? Alors, bah, ça va beaucoup dépendre. En réalité, j'en ai peur du domaine. Les conseils, les gens qui sont conseillés utilisent pas mal les réseaux sociaux, mais toujours dans le sens de l'utilité. Euh, mais sur les métriques, malheureusement, j'ai des métriques du genre 99,5% des efforts ne servent à rien. Donc c'est pas particulièrement engageant, mais si vous le souhaitez, ben, prenez contact avec nous. Il y avait une bonne présentation sur les métriques et on pourra regarder ça peut-être plus en profondeur ensemble. Michel, ta première question, pardon, mais je l'ai zappé. C'était la différence de comportement entre les marketeurs des deux côtés de l'Atlantique vis-à-vis du content marketing. Bon, à vrai dire, comme j'ai surtout vu des marketeurs américains, je n'ai pas tiré d'enseignement particulier de ce congrès. Euh, Moi, je crois qu'il n'y a pas, il y a pas tellement photo. Les 50 ans qui ont passé ont toujours montré que les mouvements marketing, ils passaient l'Atlantique relativement vite. Donc, ce que je constate par les professionnels que je rencontre, c'est que la curiosité pour le content marketing se développe ici en France, plus généralement en Europe, plus particulièrement en B2B, où peut-être il y avait déjà une culture du partage.
On savait ce que c'était qu'une communauté. Je sais pas, vous êtes chimiste, c'est sûr qu'on a l'impression de se connaître les uns les autres, même si c'est pas vrai. Euh, Est-ce que non, je crois simplement que c'est plus organisé, plus cadré, euh, et surtout, plus en lien avec le CRM. Et c'est ce que j'ai vraiment senti. C'est-à-dire que l'avance qu'il y a aux États-Unis, c'est l'intégration vraiment des efforts dans une vraie méthode de suivi des clients et des prospects. Je crois que alors, donc, on me pose la question, Yves me pose la question, allez-vous rendre cette présentation disponible? Oui, oui, oui. Dans les prochains jours, il y a un petit upgrade du logiciel que nous utilisons, donc qui nous oblige à retarder de quelques jours. Mais enfin, dès que ce sera publié, vous recevrez un mail et vous pourrez aller revoir cette présentation. Gaël nous demande pourquoi plus d'audience B2B à la convention? Le B2B serait-il plus avancé? Hmm. Euh, c'est une bonne question. Il y a une chose, c'est que moi je suis pas sûr, hein. C'est que le B2C, il parle beaucoup de branded content, de contenu avec une marque dessus, qu'il utilisait par exemple en relations publiques ou qu'il utilisait, euh, on va dire, en notoriété pour faire du buzz, comme ils disent. Mais le problème du B2C, c'est justement de relier les efforts à un revenu visible. C'est-à-dire que quand vous vendez pour 10 euros de produits par an à un consommateur, combien vous pouvez consacrer au CRM, c'est très difficile. Et puis enfin, en B2C, vous avez le channel, quoi, le canal de distribution qui fait un sacré écran entre vous et le client final. Donc, je suis pas sûr que le B2C soit plus avancé. Euh, une autre question, c'est Stéphanie qui nous dit les infos type tutoriel, l'explication de fonctionnalités, etc. ont-elles leur place sur un espace de brand content? Cela ne risque pas de brouiller le message. Ben, c'est-à-dire, on le voyait tout à l'heure, quand on fait du contenu, il faut du contenu pour différents niveaux de clients, pour des clients plus ou moins engagés, plus ou moins avancés. Par exemple, il y a des tutoriels qui ne servent qu'à des clients déjà avancés et d'autres qui seraient pour des gens qui s'intéressent juste à savoir en gros comment ça marche. Donc, je pense que ce qu'il faut, c'est pas mélanger, c'est-à-dire bien cibler de sorte d'offrir à chacun le contenu dont il a besoin, que ce soit en B2C, en B2B, et à ce moment-là, ce sera pas, ce sera pas brouillé. Ben, merci à tous ceux qui nous ont envoyé, d'abord tous ceux qui ont participé ce matin et aussi tous ceux qui nous ont envoyé, là je les déroule, des petits messages d'encouragement ou pour vos questions. Michel, tu veux dire un mot avant de clôturer? Non, te remercier Thierry pour cette veille active aux États-Unis, remercier les participants. Je pense que vous avez bien compris que nous essayons d'appliquer à nous-mêmes cette règle du content marketing qui consiste à donner avant de recevoir. Ce que j'aurais envie de vous demander, c'est de continuer à nous faire part de vos avis via les outils à disposition, que ce soit ceux-là ou par mail. Et puis, si notre service commercial ou nous-mêmes vous contactons, ayez la gentillesse d'un mot de nous dire, de leur dire oui, ça m'intéresse, non pas tout de suite ou pas du tout. Voilà. Merci à chacun. Très bonne journée. Merci, au revoir.